J'adore laisser courir la musique du cinéma parlant. Lynn Toubiana, bonjour. Bonjour Lise. Alors aujourd'hui, nous avons un éminent invité en studio avec nous. Il s'agit de Luc Béraud, réalisateur, producteur, scénariste, mais également écrivain. Je le montre à l'antenne, puisque vous êtes l'auteur d'un livre Au travail avec Eustache, Making of, paru chez Actes Sud dans la collection Institut Lumière. Bravo. Bonjour Luc Béraud, je suis vraiment très contente de vous inviter aujourd'hui. Alors, je suis doublement contente parce que aujourd'hui, c'est la sortie du film La maman et la putain en salle. C'est une sortie en version restaurée, totalement restaurée. Et puis aussi, je suis contente parce que vous venez ici à l'émission Le Cinéma Parlant et le film La maman et la putain est vraiment emblématique de ce cinéma parlant. Voilà, alors donc ce film culte qui a été présenté à Cannes en mai 73 et vous avez été le premier assistant réalisateur de ce film. Alors vous allez nous raconter cette expérience unique, singulière, extraordinaire. Oui. Écoutez, il faut savoir, il y a deux choses qui président à la fabrication de ce film. C'est que avec Jean Eustache, je connaissais bien, comme ça, on se rencontrait à la Cinémathèque, et puis même sur un autre film, on s'était croisés et tout ça. Et ça faisait plusieurs mois qu'on travaillait sur. Il m'avait demandé d'être son assistant pour un film qui avait eu l'avant-recette qui s'appelait Mes petites amoureuses. Et parallèlement à ça, il vivait une histoire tout à fait scrogneuse, enfin tout à fait étrange et passionnelle avec une jeune femme, et il en tirait, il me faisait lire des longs dialogues comme ça, je savais pas très bien où il voulait en venir, ni quoi ni qu'est-ce, et puis un jour il m'a dit écoute, on fait pas Mes petites amoureuses, on va faire certains disent que il avait trouvé le titre déjà. Alors quelqu'un m'a dit, ou on disait que le film dans un premier temps s'appelait Du pain et des Rolls. Et moi, j'en ai pas le souvenir. Je crois que ça s'est tout de suite appelé La maman et la putain. Ce qui était un petit peu compliqué, parce qu'à l'époque, moi, je me souviens de Léon Zitrone, quand au journal télévisé, il avait parlé comme le film a eu un prix à Cannes, le prix du jury, il avait dit, et le prix du jury est attribué à La maman et la paix, trois petits points. Voilà, donc oui, parce que ça ne se faisait pas comme le titre de Sartre, La paix, trois petits points respectueuses. Oui, absolument, exactement. Exact. Et alors, pour demander des autorisations à la préfecture de police et tout ça, on l'avait appelé La maman. Parce Alors, on va rappeler quand même le pitch du film. Il s'agit d'un triangle amoureux. Alors, Alexandre, qui est joué par le mythique Jean-Pierre Léaud. Alexandre, qui est un jeune oisif, un dandy, un glandeur, on va dire, qui arpente les rues du quartier latin et de Saint-Germain-des-Prés, et qui vit avec sa maîtresse, Marie, qui est jouée par Bernadette Lafont, qui joue le rôle de la maman, contrairement à ce qu'on pourrait, dire. Oui, parce que elle a plutôt joué des rôles de femme légère. Et puis, Véronica, qui est jouée par Françoise Lebrun, une jeune infirmière dont il tombe amoureux. Voilà, donc c'est ce triangle-là qui est mis en scène dans ce film. Mais il y a aussi, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure, Luc, Gilberte, la jeune femme qu'il a quittée, et il a un très gros chagrin d'amour. Oui, il y avait dans cette démarche, bien sûr, de faire un film. Eustache était cinéaste, et un cinéaste, il cherche des sujets toujours. Et donc, il avait vécu cette histoire très très forte avec quelqu'un qui, dans la vie, était Françoise Lebrun, et à qui il a confié le rôle de l'autre. Ça faisait un méli-mélo quand même. Et le rôle de Françoise, pas le rôle, le personnage de Françoise est joué par Isabelle Weingarten. Les choses sont décalées dans le film. Et c'est un travail que on peut trouver proustien, un travail sur la mémoire qui est tout à fait étonnant. Gilberte, en tous les cas, voilà. Qui est un prénom proustien, oui. Voilà, exactement. Alors, c'est quand même, il faut le dire, un film assez sombre. C'est un marivaudage tragique.
Oui, oui, absolument. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que le film, j'ai revu beaucoup de fois, mais j'ai revu la version restaurée, celle qui sort aujourd'hui, et avec un très beau noir et blanc, oui, vraiment magnifique. Oui, c'était un très grand chef opérateur, et il a un son formidable. Ils ont fait un très beau travail de restauration du son, surtout, parce que c'était du son direct. On tournait dans des cafés à Saint-Germain-des-Prés et tout, avec la circulation, c'était infernal, c'était très compliqué, et ils ont bien réussi à faire ressortir la parole. Mais qui est essentiel dans le film. Pour le moins. J'étais parti pour dire quelque chose et j'ai oublié. Alors, peut-être le marivaudage tragique, je sais pas. Oui, c'est ça. Le film, et c'est extraordinaire parce que le film, il est très daté. C'est-à-dire que vraiment, c'est post-68, c'est 4 ans après le 68. Il y a chez Eustache une volonté de provocation et de dandisme et de dire des choses contraires à l'époque et ainsi de suite, plus une espèce de liberté sexuelle qui vient directement de 68, mais qui était encore des choses qui étaient un petit peu marginales, enfin pas marginales, mais qui avaient joint une certaine tranche de la population. Voilà. Alors on peut dire que Véronica, justement, elle a un parler très cru. Pour le moins. Oui, c'est ça. Et alors, si vous voulez, à l'époque, c'était très provocateur. C'est parce qu'au cinéma, on parlait pas encore comme ça. Maintenant, c'est devenu d'une grande banalité. Alors, c'est pour ça que le film a ce côté daté, non pas qu'il soit vieillot, mais c'est un moment de la France et de Paris. Des années 70. Oui, et du quartier latin, absolument. De Saint-Germain-des-Prés. On va écouter un extrait de la bande-annonce. Je suis persuadé que tout ce qui est arrivé dans le monde ces dernières années est totalement dirigé contre moi. Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les cheveux longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. La musique pop est devenue religieuse, et je n'aime que la musique populaire. Je vous ai suivi parce que j'avais envie de rester avec vous. Vous êtes très gentil, mais je ne peux pas. Je croyais que vous ne faisiez rien. Non, je ne fais rien, mais je vous ai dit, j'ai une vie bien remplie. Une femme me plaît, par exemple, parce qu'un homme que j'admire est amoureux d'elle. Quel plus grand hommage peut-on rendre à un homme que de lui prendre sa femme ? Depuis que je vous ai rencontré, je me suis fait des petits rêves érotiques avec vous. Et j'ai l'impression que vous ne devez pas être mal au lit. Ça dépend des jours et des opinions. Je suis affreuse. Mais vous avez une façon d'être affreuse qui vous va très bien. Foutez-moi le camp! Oust! Je liquide! Mon cœur est une fleur d'automne, sans ça. Comme vous êtes beau, comme vous êtes con, comme je vous déteste. Je vous le donne. Voilà, c'est un extrait de la bande-annonce La maman et la putain qui sort sur les écrans aujourd'hui même. Oui, alors, donc c'est un film sur cette génération de la jeunesse des années 70, de l'après 70, et on peut dire que c'est un peu une génération du désenchantement. C'est-à-dire que mai 68 a tourné vinaigre, on peut dire. Alors, il y a eu tous les gens, les Mao, qui ont quand même se sont retrouvés sur une voie de garage épouvantable. Le Parti communiste s'est retrouvé dans une position de faiblesse, etc., etc. Donc, en fait, le mai 68 n'a pas vraiment abouti à ce qu'on aurait pu souhaiter. Moi, je suis de cette génération-là, et donc. Vous avez été déçu ? Oui, il y a eu la rentrée. Vous vous souvenez de la position de la couverture de Harakiri, la rentrée de septembre, et on voyait un étudiant et un policier, un garde civil, non, je sais plus comment on appelle ça. Le CRS. Oui, un CRS qui se roulait une pelle. Ah oui, effectivement, là c'est. Alors justement, à propos de cela, Eustache, il parlait du cinéma de ses collègues, là, de ses contemporains. Il y avait quand même Truffaut, Romer, Rivette, Duras. Il avait un peu la dent dure contre ces réalisateurs-là. Non, je crois que, si vous voulez, il y avait un cousinage avec Truffaut, c'est évident, mais des cousins qui s'aimaient pas, effectivement. Je sais que Truffaut trouvait le film assez stupéfiant, mais beaucoup trop long, et il y a une lettre à Léo où il parle du film et où il lui dit mais on ne veut pas couper, et tout ça. Il était très ami avec Rivette puisqu'il avait
avait monté les émissions sur Renoir et tout ça. Ils étaient très amis. Et d'ailleurs, Rivette, en sortant du film, de la projection en copie de travail à SIS, dans un studio à la Garenne-Colombe, lui sort et il lui dit, écoute Jean, visiblement il manque 1 heure de film. Ah oui, carrément. Parce que Rivette, alors je sais plus très bien par rapport aux dates, quand il avait fait Out One qui dure 12 heures, vous voyez, voilà. Mais d'ailleurs, il y a une grande différence entre la durée des films de Rivette et celle de Stache. À mon sens, il y a chez Rivette une espèce de fascination pour la chose filmée qui fait qu'il n'ose pas couper. Donc il y a une espèce de comment dire, non pas de mollesse, c'est un peu méchant de dire ça, mais enfin les films de Rivette, on pourrait très d'ailleurs il y a souvent une version longue et une version courte. Chez Eustache, c'est au contraire, c'est au cordeau, hein. Et d'ailleurs de même que le langage était extrêmement précis sur le tournage, que Jean-Pierre, ce pauvre, avait des 4 pages de texte à apprendre, et le scénario était très écrit. Très écrit, on n'a jamais varié d'un iota, et Jean était à côté, on tournait dans des appartements, vous savez, à l'époque, on mettait les lits, on mettait les matelas directement sur les tapis et tout, donc on était toujours à genoux ou accroupis et tout. Et je revois toujours Jean à côté de la caméra, avec le scénario sur les genoux, et qui suivait le texte, et quand Léo se trompait, faisait une inversion de mots ou un truc, coupé. Et c'est quand on coupe un acteur, c'est comme c'est dur, oui. Dur. Et qu'est-ce qu'il y a, Jean, quoi? Tu sais très bien, reprends-le. Moteur. Et on reprenait, et il voulait chaque fois reprendre depuis le début. En général, on fait ce qu'on appelle des rustines. Quand un acteur s'est trompé sur un truc, on redit la phrase, et puis au montage, on se débrouille. Non, là, c'était intégral, parce que il y avait l'espèce de fatigue de quand on parle pendant 4 minutes, il y a forcément, vous en savez quelque chose, il y a une fatigue qui se fait, et il voulait qu'il y ait ça, cette puissance, cette énergie comme ça. D'ailleurs, Léo, il était tout à fait étonnant ce qu'il fait dans le film. D'abord parce qu'on sent qu'il est sous la férule de son metteur en scène, hein, qui est assez sévère avec lui. Et il y avait jamais de direction d'acteur dans le sens psychologique du terme ou dramaturgique. C'était simplement, tu dis ton texte et tu te démerdes et vas-y. Et avec Jean-Pierre Léaud, c'était peut-être pas évident. Vous dites dans votre livre qu'il est parfois incontrôlable, qu'on ne sait pas où il est, qu'il disparaît, mais en même temps, il est extrêmement sérieux sur son travail d'acteur. Je crois, d'abord, il avait beaucoup d'amitié pour Jean, il a beaucoup aidé pour la fabrication du film, et de toute façon, Eustache était quelqu'un qui pouvait avoir des folies. Sur le film suivant, on a connu des apocalypses. Mais là, ça s'est pratiquement toujours très bien passé, avec des sautes d'humeur comme il existe et tout. Mais on avait tous beaucoup de tendresse et d'admiration pour lui. On savait qu'on faisait un film grave. Et sur le plateau, on rigolait pas vraiment. Et je me souviens un jour où il y a eu un fou rire entre Bernadette, et ça, c'était une scène dans un lit, entre Bernadette et Léo, un fou rire inextinguible, hein. Donc, tu vois, et Jean est furieux, est parti, il a fallu que je cours le chercher dans la rue pour le faire revenir. C'est formidable d'entendre cela, hein. J'adore, ce témoin privilégié de la fabrication du film. Est-ce qu'il y a eu des images de making-of ou de... Non. Pas du tout, aucune. À l'époque, ça ne se faisait pas, je crois. Non, ça se faisait pas. Et puis, vous savez, on était 11 dans l'équipe. C'était une toute petite équipe. Et on a tourné relativement rapidement. Je sais que j'ai mes fiches de paye, mais j'arrive plus à me savoir. On a dû tourner 5 semaines, parce qu'on s'est arrêté à un moment donné. Quand on a eu fini l'appartement de Catherine, où il y a une grosse partie du film qui se fait, tout le monde était épuisé, parce que c'était une tension, non pas physique, mais c'était une pression. Il y avait une pression. Alors, en plus, il y avait un truc qui pourrait pas paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas, c'est que Bernadette jouait le personnage de Catherine Garnier, qui était la maîtresse de Jean dans cette histoire. Et qui s'est suicidée, je crois. Quand elle a vu le film, elle a dit, le film est magnifique, ne touchez à rien, n'y touchez pas, ou je sais pas quoi, et on l'a retrouvé. Bon, un suicide,
suicide, ça sert à rien de chercher les raisons d'un suicide. Il y a forcément plein de choses qui jouent. Justement, et tout ça. à propos de suicide, on sait que Jean Eustache s'est suicidé également dans le en film, 81, je crois. En 81, oui, absolument. Dans le film, on parle beaucoup de suicide. C'était quelque chose qui hantait Eustache, ça c'est sûr. Et donc il y avait une tension sur le film, sur le tournage, parce que la présence de Catherine, d'abord la petite boutique, on a tourné dans sa petite boutique en face de la coupole, et elle s'occupait des costumes et du maquillage des comédiens, qui étaient très très légers, il n'y a pas grand chose à faire, mais voilà. Et donc on savait que Bernadette faisait ça. Et alors c'était tout à fait étonnant, parce que Bernadette avait une espèce de détachement qui est moi, ce que j'aime le plus au monde chez les comédiens, c'est l'anti-acteur studio. C'est-à-dire, c'est Mastroianni, c'est Cary Grant, c'est voilà, George Sanders, et Bernadette avait ça. Et nous, on était sur le tournage, on était tous fascinés par Françoise Lebrun, dont on savait que le film était en partie une espèce de règlement de compte, de alors désespoir. justement, règlement de compte de Jean Eustache, mais il faut dire à nos auditeurs que ce film sur l'amour, c'est pas uniquement les amours d'Eustache, mais ça a vraiment une résonance universelle. C'est un film qui nous parle. Alors on va écouter peut-être la chanson qu'écoute d'ailleurs Bernadette Lafont, enfin Marie dans le film, Les Amants de Paris, d'Édith Piaf, texte et musique de Léo Ferré. Ah bon? Ah, je savais pas. Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment à leur façon. Les refrains que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours. Ça fait des tas de printemps et le printemps fait l'amour. Mon couplet s'est perdu sur les bords d'un jardin. Voilà, Édith Piaf, Les Amants de Paris. Alors voilà, donc Les Amants de Paris, c'est ce film, La maman et la putain, qui se passe à Paris, où on voit beaucoup de terrasses de café, du Mailleux, Mailleux qui n'existe plus. Il n'existe plus. Les deux magots, le Flore. Le Flore, on a beaucoup tourné au Flore. Tourné au Flore. Alors c'est un film qui a eu beaucoup de succès quand il est sorti. Il a eu le Grand Prix du jury. Il a eu du succès aussi à Chicago. Alors Lise, vous allez nous dire Alors à Chicago, en fait, toujours cette histoire de mots imprononçables, entre guillemets. Il était annoncé dans les journaux sous le titre de The Mother End, 3 points de suspension, et il fallait téléphoner à la salle pour connaître le titre complet, où le mot whore, qui veut dire putain en anglais, était devenu Courvet, sa traduction en yiddish, car il y a une importante communauté juive dans la capitale de l'Illinois. C'est voilà, trop il n'y a drôle. que vous, la spécialiste en yiddish, qui pouvez le dire. Alors ça m'a fait ma journée, là. Allez voir ce film, La maman et la putain, en version restaurée. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Luc Béraud, d'être venu. Merci à vous. Merci. Pour tout ce que vous nous avez apporté sur les coulisses du tournage. Alors, une actualité que vous souhaitiez évoquer, Lynn? Alors peut-être une autre réédition en version restaurée, c'est Chantons sous la pluie avec Jen Kelly. Alors courons-y. Oui. Comme qui a le charme imparable de ces comédies musicales qui vraiment que l'on peut considérer comme l'une des meilleures comédies avec un scénario extraordinaire à Hollywood, avec un scénario très bon formidable. Scénario. Oui, ça vous pouvez en parler puisque vous êtes vous-même scénariste du numéro. Voilà, on va se quitter avec des petites notes de Chantons sous la pluie. Surtout qu'aujourd'hui, il pleut, faut quand même dire les choses. Chantons sous la pluie. Chantons gaiement. Merci Lynn Toubiana et merci Luc Béraud de votre présence dans le studio de Radio J. À la semaine prochaine, bien sûr. À la semaine prochaine.